Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Cette semaine à Connaissez-vous, mon invitée est Sophie Saint-Arnaud. Bonne semaine à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Ça me fait très plaisir d'ailleurs d'être avec vous encore cette semaine et de vous présenter, pour ceux qui le savent déjà et qui me connaissent, vous savez que c'est dans mes meilleurs amis et vous me demandiez d'ailleurs quand est-ce que j'allais la recevoir. Mais c'est aujourd'hui que ça se fait. Il s'agit de Sophie Saint-Arnaud. J'allais dire Madame Sophie Saint-Arnaud, mais je pense qu'entre nous, on peut laisser faire on le peut Madame. laisser faire le Madame Martin. Ça fait, mon Dieu, j'ai oublié de compter. Je pense que ça fait à peu près 35 ans qu'on se connaît. En tout cas, on s'est connus en 83. Toi, je pense pas que t'aies honte là, de dire que t'es né en 77. 77. On a fait 40 ans cette année. Mieux quand même que tu le dises. Moi, je suis né en 75, ça qu'on a quand même pas une grosse différence d'âge. Et on se connaît, comme tu dis, depuis là 35 ans ou à peu près. Tout à fait. Par contre, avant qu'on se connaisse, on a vécu un petit peu chacun de notre côté. Et moi, ce que j'aimerais que tu nous dises pour commencer, c'est, bon, à quel endroit tu es né et est-ce que tu es né avec un problème de vision ou pas? Ah, parfait. Ben moi, je suis née en fait à Oakville, Toronto. Ah, t'es une Ontarienne? Ben oui. T'es une Franco-Ontarienne? Oui, tout à fait. Pour ça que j'ai autant de facilité en anglais. Bon, OK. Ça, on n'a pas ça en commun, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis, je suis arrivée ici au Québec en premier à Montréal. J'avais 10 mois parce que effectivement j'étais malade. J'ai eu un rétinoblastome. Mes parents s'en sont rendus compte, j'avais ça là, à peu près 10 mois parce que je rentrais dans les murs, puis c'était comme... C'est ça. Ah oui, puis je voulais m'excuser là pour ma voix peut-être un peu enrhumée. Voilà, c'est fait. Donc... rétinoblastome, est-ce que tu peux expliquer? Cancer de la rétine. OK. Ouais. Je suis la première... j'ai pas les chiffres exacts, là, mais il y a des cas comme ça... sporadique là, qui arrive. Il y a personne d'autre là dans ma famille qui avait le rétinoblastome, donc ni mon père ni ma mère sont porteurs du gène. Je suis vraiment une nowhere, comme on dit. Personne pouvait prévoir non, là que... pas du tout. Donc je suis arrivée ici à Montréal avec ma mère. Mon père est resté à Toronto parce que bon, il y avait du travail là-bas. Il venait régulièrement me visiter. Puis c'est ça là. Nous on est restés vraiment au Québec par la suite. Puis mes parents ont toujours vécu de façon là séparée. Mes parents se sont séparés un peu à cette époque-là. OK. Mais là, à 10 mois, ils voyaient que tu fonçais dans les murs, donc c'est là qu'ils ont comme consulté puis qu'il y a eu des... C'est ça. Donc j'étais atteinte du rétinoblastome dans les deux yeux bilatéral. Donc ça peut se faire unilatéralement ou bilatéral. Moi j'ai eu le jackpot, hein, j'ai eu les deux yeux. Ils ont essayé à l'époque le premier œil a été enlevé tout de suite parce que c'était trop près du nerf optique, trop dangereux, la tumeur était trop grosse. Par la suite, ils ont essayé avec de la radiothérapie là, de sauver le deuxième œil. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Donc à l'âge de 4 ans environ, j'ai perdu le deuxième œil, donc je suis devenue officiellement aveugle. Mais est-ce que tu voyais de cet œil-là? Ouais, je voyais quand même. OK. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens ou pas vraiment? Je me souviens pas d'avoir vu comme tel, mais quand on me parle de couleur, ça me dit vraiment quelque chose. OK. Mais si on me dit un koala, un kangourou, un panda, non, j'ai beau aimer ça, mais je sais pas vraiment de quoi mais koala, kangourou, c'est des animaux qu'on n'a pas ici. Est-ce que chien, chat, est-ce que ça te dit plus quelque chose? Ben, ça me dit plus quelque chose forcément parce qu'on peut les manipuler. Mais pas visuellement. Non, pas visuellement, non. OK, d'accord. Et là, est-ce que est-ce que toi, t'es allé à l'école, là, je pose des questions, je sais les réponses, là, je sais que ça a l'air nono. Mais, parce que t'es arrivé quand même à l'école adaptée avant moi. Moi, j'ai fait ma maternelle avec les voyants. OK. Donc, commençons par la maternelle avec les voyants. Oui, moi, je suis allée à Adrien Gamache, qui, je pense, existe toujours. C'est dans quelle ville? À Longueuil. OK. Oui, j'ai fait ma maternelle là.
Ensuite, Est-ce que tu as des souvenirs de ça? oui, oui, je me souviens de plein d'élèves qui étaient dans ma classe. Je me souviens de prendre l'autobus scolaire tous les matins. J'aimais ça. J'ai adoré. Je me souviens, à l'époque, mon Dieu, je me souviens pas du nom de... Je pense que c'était une Jocelyne que j'avais comme professeur itinérant. Puis elle est pas venue souvent là. Je me souviens à un moment donné, elle était venue dans mon cours d'éducation physique parce que les professeurs étaient super inquiets parce que je montais dans ce qu'on appelait les cordes à Tarzan. J'étais rendue presque au plafond, tout le monde capotait, tout le monde avait super peur. Puis j'avais ma Jocelyne, vas-y Sophie, vas-y, continue, c'est beau, c'est correct. Ça je me souviens. J'ai plein de bons souvenirs. Les amis, j'ai été acceptée par tout le monde. Il y a pas je me souviens pas là de un ou une petite camarade là qui m'a dit des choses méchantes ou que non, je faisais partie de la gang puis c'était je pense qu'à cette époque-là, on était à 5 ans, on est un peu naïf, on est à l'époque aussi, ça fait un bout de temps donc les jeunes sont plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, je me souviens pas d'avoir été jamais rejetée. J'ai juste des bons souvenirs je me souviens même que mon professeur s'appelait Monique. OK. Oui. Mais là, tu dis tu montais dans les cordes de Tarzan, puis tout ça, ça veut dire que là, toi, malgré ton handicap, là, t'avais pas peur d'avancer, puis de bouger, puis de... Non, moi, j'ai toujours été super sportive, puis mon handicap m'a jamais arrêté, là. Si je voulais faire quelque chose, il y en avait pas de problème. Il y avait quelqu'un à côté qui faisait une chose, je voyais pas pourquoi, puis bon, je dirais que j'ai pas mal gardé ce tempérament-là aujourd'hui, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, moi non plus. Donc, je m'arrêtais même pas à ça. C'est ça, mais ça a commencé très jeune. Oui. OK. Moi, j'ai ma mère qui m'a jamais rien interdit. Elle était pas peureuse, elle non plus. J'étais sa seule fille, donc c'était comme... je posais pas de questions, là. Tu te rends quand même compte de ce que tu dis, là, parce que il y a des parents, si ça avait été leur seul enfant, non-voyant, Ouais, aurait peut-être. sûrement été pas mal plus protecteur, là. Oui, mais c'était pas son cas. Vraiment, je faisais tout ce que je voulais, là. Là, on est dans la petite enfance, mais je pourrais vous raconter des choses que je faisais beaucoup plus tard que, effectivement, là, c'était peut-être pas tous les parents qui auraient laissé leurs enfants non-voyants faire, là. OK. Puis je sais que ce matin, on se parlait pour se préparer un peu, puis tu me disais, bon, oui, j'étais allé à Jacques-Ouellette, j'en garde pas de souvenirs particulièrement désagréables, là. Ça a été, en quelques phrases, là. Ben, en fait, moi, au début de Jacques-Ouellette, là, c'est-à-dire première année, deuxième année, je veux dire, ça allait super bien dans le sens que je parlais avec tout le monde, je fitais dans le moule, comme on dit. J'avais des bonnes notes, j'avais pas de difficulté particulière à faire quoi que ce soit, donc ça allait super bien. Les professeurs avec moi, là, c'était super. J'ai vraiment que de bons mots à dire. Là où j'ai eu plus de difficultés, là, c'est peut-être plus à partir de, mon Dieu, je dirais peut-être 4e année, où là, j'ai commencé à me rendre compte d'autres multi-handicapés qu'il y avait, là, qu'il y avait dans l'école. Ben, le fait que, oui, on n'était pas beaucoup d'élèves en partant, puis qu'en plus, il y avait du multi-handicapé. Oui, c'est ça. Je me souviens, bon, dans ma classe, 4e année, 5e année, 6e année, ça pouvait toujours aller, mais le gros down que j'ai eu, c'était quand je suis arrivée en secondaire 1. Bon, parce que j'ai pas été intégrée tout de suite, là, les professeurs trouvaient que j'avais pas une vitesse de lecture qui était assez rapide, donc ils se disaient, on va lui donner une autre année pour la laisser se perfectionner pour être sûr que ça se passe super bien. Et moi, pendant cette année-là, ça a vraiment été très, très, très difficile, là. Je devais sortir tous les midis parce que, bon, pour les gens qui ont peut-être pas fréquenté Jacques-Ouellette, on était comme confinés à l'intérieur où, bon, on sortait dans la cour, mais c'est pas comme l'école secondaire ordinaire où la récré arrive, le dîner arrive, tu sors, tu fais ce que tu veux de ton... Non. Puis, il fallait, à l'époque, avoir un papier signé des parents disant que je pouvais sortir à ma guise sur l'heure du midi. Puis, de mémoire, toi, tu restais pas loin de l'école. Ça fait que l'école était pas loin, c'était dans ton quartier, là. Jusqu'en 6e année, après Okay. ça, on est déménagé beaucoup plus loin. OK, vous étiez éloigné un oui, peu. Oui, OK. oui.
c'est ça. Mais malgré tout, ça prenait des papiers signés pour Oui. sortir. Si, exemple, tu voulais aller dîner au restaurant à côté ou quelque chose comme ça. Ça prenait un papier. Moi, je me souviens, ma mère avait signé là, pour toute l'année. Là, j'avais pas à refaire le papier à toutes les semaines. OK. C'est bien écrit là que je pouvais sortir à l'heure du midi, aller où je voulais, À ta guise. quand je voulais. OK. Donc, tout pour pas rester avec les gens qui avaient d'autres handicaps que visuels. Ça m'atteignait beaucoup. J'avais l'impression de plus avoir ma place. J'avais l'impression d'être emprisonnée à un endroit où je ne voulais pas. Donc, des fois, là, j'allais pas toujours au restaurant, bien sûr. Donc, je m'amenais des lunchs, puis j'allais les manger dans la cabine d'autobus qui était pas loin, là. Puis, je restais là tout le long du midi, je marchais dehors, puis je rentrais à la dernière minute, tout pour juste faire mes cours puis ressortir au plus vite. Juste pour dire que tu étais sorti pendant tout le temps que tu pouvais sortir. Oui. Et est-ce que cette année-là aussi, t'aurais vraiment aimé t'intégrer cette année-là? J'aurais vraiment souhaité, oui. Ok. Vraiment, là. Ben, d'ailleurs, je l'avais été un cours. J'avais un cours que je faisais à Gérard Filion. Oui, qui était juste comme à côté. Juste à côté, Mhm. effectivement. C'était mon cours d'écologie à l'époque. OK, l'écologie. Oui. OK. C'est ça. Donc, ça aussi, ça allait super bien. Mais j'étais à l'époque une fille très, très timide. Donc, je me souviens d'une fois, je faisais toujours tous mes devoirs, tout ça. Puis là, quand le professeur disait, bon, ben, sortez vos devoirs, on va corriger. Ben, moi, j'étais trop gênée de sortir parce que des fois, j'avais un paquet de feuilles puis je savais plus laquelle était laquelle. Ouais, parce que t'avais imprimé ton devoir à... Oui, à j'avais un verse à braille à l'époque. Donc, j'avais imprimé ça. Mais là, ça faisait trop de bruit. Je voulais pas sortir ça. Puis, fait que là, ben, des fois, je me faisais réprimander comme ayant pas fait mes devoirs, mais c'était pas vrai. Il était fait, mon devoir. Bon, mis à part ça, ça allait super bien. Même encore là, j'avais eu des très, très bonnes notes, là. Je parle passé 85, là. OK. C'était mon seul cours. OK. Puis là, mais là, l'intégration, de toute façon, elle s'est faite l'année d'après? Oui. OK. Ensuite de ça, je suis allée à Jacques Rousseau. Oui, qui était quand même une école réputée assez... avec beaucoup de gens assez vigoureux, mettons. Oui, ben en fait, bon, Gérard Filion était une école Oui. à côté de chez moi, mais en même temps beaucoup plus. Non, c'est vrai à cette époque-là, je divague. Non, c'était vraiment Jacques Rousseau. Donc la question se posait pas, j'allais là. Mais ça a été tout un parcours. Ouf. On va passer plus de temps à parler de ça que de Jacques Ouellette, hein, je pense. Ouais. Mais juste pour revenir à Jacques Ouellette, Oui. ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que j'étais beaucoup appréciée d'à peu près tout le monde parce que justement, quand je suis arrivée en 4e année, j'avais une passion, moi, pour les enfants plus jeunes qui demandaient peut-être plus de soins, plus d'aide. Donc, j'allais toujours vers eux, puis bon, le matin, je les aidais à se déshabiller, je les amenais aux toilettes, il y en avait que j'allais les reconduire en classe, donc je m'occupais beaucoup des plus jeunes. OK. Oui, fait que moi, c'était comme ça un peu que je passais mon temps. Fait que voilà, c'est dit. Bon, OK. C'est intéressant. Et là, bon, parlons le départ de Jacques Ouellette, arrivée à Jacques Rousseau. Oui, ben là, si on se souvient, je disais que j'étais une fille très, très timide. Oui. Hein? Mhm. Moi, j'ai eu la chance, à cette époque-là, de faire partie d'un programme spécial que Mira a mis sur pied. C'est-à-dire, là, je te devance, hein, Martin, tu étais un peu décontenancé, hein? Non, je te suis. Moi, Super. j'ai pas de problème. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir un chien guide avant, la classe se faisait au mois d'août, le 5 août plus précisément. Puis, moi, je rentrais à l'école là autour du 30-31 août. Donc, j'ai fait ma classe pour avoir le chien guide. On était quatre jeunes. Puis moi et les Juliens, on était les deux plus jeunes. Oui, puis les Juliens, on l'a reçu. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Moi, ça a été ma porte de sortie. Le chien guide m'a complètement dégainée. OK. Oui, ça a été, écoute, les gens m'arrêtaient, ils me disaient, ah, tu sais, t'as un beau chien, tout ça. Fait que là, ça a vraiment facilité les contacts avec tout le monde. Je pense que mon intégration sans ça a été beaucoup plus difficile socialement. Je parle pas d'un point de vue académique, mais vraiment socialement. Donc, le chien a vraiment été comme un peu de la zoothérapie pour moi à cette époque-là. OK. Donc, oui, je suis arrivée à Jacques Rousseau. Secondaire 2, c'était des groupes fermés, c'est-à-dire qu'on changeait de classe à tous les cours, mais c'était toujours les mêmes élèves.
OK. Donc, j'avais un sentiment d'appartenance. Puis je me sentais tellement bien quand j'arrivais à Jacques Rousseau. Vraiment, je me souviens, là, presque à chaque matin, quand je montais l'escalier pour aller à mes cours, c'était, une école qui m'appartient, une école qui me ressemble. Jean Coilette, là, ça a vraiment été difficile, là, mentalement. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids ma dernière année. Ça a été, il fallait que je sorte de là. J'étais vraiment en train de faire une grosse dépression, là. Ça allait pas, là. Donc, quand je suis arrivée là-bas, mon Dieu, tout m'appartenait, j'étais enfin comme les autres. Je me sentais tellement bien. Donc, j'avais un local à moi que je laissais tous mes appareils, mon imprimante, mes livres en braille, tout ça. J'avais ça au 2e étage. Puis la plupart de mes cours en secondaire 2 étaient aussi au 2e étage. Okay. Donc, je me souviens, je crois pas que j'avais eu, je pense que j'ai eu, c'est une grosse école qui est faite, là, c'est un gros hexagone, c'est fait vraiment, ça tourne tout le temps. Puis je me souviens, j'avais eu comme un cours de mobilité là-dedans. J'ai vraiment de la facilité à m'orienter quand même, là, ça a super bien été. Ça que c'était pas un problème non plus de t'orienter là-dedans? Non, Parce que tu dis, on changeait de classe à chaque cours. Oui, j'arrivais, là, okay. Puis la première, secondaire 2, première fois, premier cours, tu t'informes aussi qui est ce local-là. Tu sais, j'avais une vague idée, là, j'avais eu mon cours de mobilité qui me disait, ça c'est l'aile A, ça c'est l'aile B, ça c'est le C. OK, 101, c'est comme au rez-de-chaussée, 200, c'est comme au 2e, puis 300, c'est au 3e. Mince, avec ça, je peux m'organiser, là. Tu sais que ton cours, c'est A105, tu descends en bas, au rez-de-chaussée, tu t'en vas dans l'aile A, puis tu ouvres la trappe. Hey, là, on n'a pas le choix, faut s'ouvrir la trappe. Excuse-moi, le local 105, c'est où? Tu sais, puis là, t'en profites, tu demandes pas ça à n'importe qui. Tu vas demander ça aux jeunes qui vont te dire « Oh, elle a un beau chien! » Ben oui. Là, ça va « Ah ben oui, merci, veux-tu le flatter? » Oui, OK, oui, je laissais flatter mon chien. Puis là, c'était comme « Hey, by the way, saurais-tu le 105, c'est où? » Fait que c'était comme ça que j'avais. Il y avait une glace de brisée, puis oui. Tu profites de la glace brisée pour, justement... C'est ça. Aller chercher l'information qui te manque, c'est-à-dire précisément le 105 qui est où, puis... C'est ça. J'arrivais, puis là, la fois d'après, je savais c'était où. Fait que c'est ça. Donc, j'entendais les autres parler aussi, je les reconnaissais. Puis là, OK, oui, c'est plus là, OK, c'est bon. Fait que, oui, ça a bien été à ce niveau-là. Je dirais où c'était plus rock'n'roll. Oui. C'était au niveau de l'acceptation de certains professeurs d'avoir une personne aveugle dans leur classe. Et l'année qui a été la pire pour moi, c'était effectivement en secondaire 2. Ah oui, c'était la pire? C'était la pire okay. Au niveau des professeurs. OK. Moi, j'ai eu, en mathématiques, un professeur, ça faisait, et pour reprendre ses paroles, 25 ans qu'il enseignait, et il donnait tous ses cours sur acétate. Donc, les élèves arrivaient, c'était tout indiqué sur des acétates à l'époque. Donc, on prenait nos notes de cours comme ça, il faisait les exemples comme ça. Vous voyez, prenez ça ici, vous faites ça, vous multipliez ça avec ça, puis on a notre réponse ici. Alors voilà, faites les exercices qui sont ici, à côté, juste là, sur l'acétate. Ou des fois, c'était quelques fois dans notre cahier d'exercice. Mais bref, la base se passait à l'acétate. Et Monsieur X disait toujours, ça fait 25 ans que j'enseigne, c'est pas une aveugle qui va me faire changer ma méthode d'enseigner. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. OK, mais là, ça, il te l'a dit en face? Il me l'a dit en face, il l'a dit à la directrice parce que je m'étais plaint, il l'a dit aux élèves, et c'était ça, et c'est ça. Et là, alors, comment on se sent par rapport à ça? Est-ce que... J'étais enragée, je dirais. À l'époque, j'avais peut-être pas assez de recul aussi pour dire, tu sais, je le comprends, le monsieur, ça fait 25 ans qu'il y a une méthode. Moi, j'arrive, je suis qui pour lui dire, tu vas changer parce que voilà, maintenant, t'as un aveugle dans ta classe. J'avais pas ce recul-là. Je le comprends maintenant, le petit monsieur. Sauf que, je me dis, à la limite, y avait-tu moyen de faire en sorte que j'ai un autre professeur? Puis ça, il y en avait pas été question? Oh, c'était hors de question. OK. Donc, ce que j'ai fait, je prenais les notes de cours des autres étudiants. On était un groupe fort, hein, fait que en plus ça m'aidait pas dans le sens que les élèves comprenaient rapidement. Ouais, puis là toi il aurait fallu que tu
comprennent rapidement aussi. Ben oui. Donc, c'est ça, je prenais les notes de cours d'une fille en particulier. Je me souviens qu'à un certain moment donné, elle venait chez moi me faire des cours privés pour essayer de... D'elle-même te réexpliquer Oui, ce que le prof lui expliquait visuellement. C'est ça, mais on s'entend dessus qu'on n'avait jamais le temps de tout faire. Puis en plus, il fallait que je fasse les exercices qui étaient sur acétate puis que moi, j'avais pas pu faire. Tu sais, fallait que je comprenne la matière qu'elle m'expliquait, que je refasse tous les exercices de la semaine. Tu sais, tout ça en quoi, 1 heure ou 2. C'était colossal. Oui, c'était quelque chose. Donc, oui, cette fois-là, cette année-là, j'ai coulé mes maths. C'était... Puis de pas beaucoup, hein. 57, 58, peut-être 55, là. Mais... Ouais, juste pour dire que... C'est ça. C'est pas beaucoup. Pas à 35%, mais pas à 60. Non, c'est ça. Donc, au niveau de l'acceptation, j'ai eu des profs que ça a super bien été aussi, là. Ben là, j'imagine que ça s'est pas tout passé comme ça. Non, c'est ça. J'ai eu aussi mon professeur d'art plastique, qui, elle... Ah oui, ça m'avait surpris à l'époque, quand même, que tu fasses de l'art plastique. Oui, ben moi, j'étais pas en musique, j'étais en art plastique. Ce que j'aimais, c'était de l'art plastique, puis j'avais quand même un talent, là. Faut pas se le cacher. J'avais un talent, je pouvais réussir. Oui, mais qu'est-ce qui vous faisait faire en art plastique? J'y arrive. OK. Le professeur, elle avait eu un élève avec une déficience intellectuelle l'année d'avant. Et elle avait trouvé ça vraiment difficile. Donc elle, quand on lui a dit, voilà, Madame X, vous allez avoir une aveugle dans votre classe, ben elle m'a tout de suite comparé aux déficients qu'elle avait eu l'année précédente. Oh là là, OK. Donc, elle a carrément dit qu'elle ne voulait pas m'avoir dans ses cours, que c'était hors de question, que je ne mettrais pas les pieds dans son cours. Donc, c'est toujours le fun à entendre, ça aussi. Oui, tout à fait. Tu te sens la bienvenue, tu te sens vraiment, oui, à ta place. Donc, moi ça m'a... C'est venu comme un peu en même temps que mon petit moment de délinquance. Fait que là, je me suis dit, toi, tu vas voir, je vais t'avoir à l'usure. Il y en est pas question. Si tu gagneras pas, je vais le faire ton cours. Puis non seulement je vais le faire, mais je vais le réussir. Puis je vais te prouver que moi, je suis pas l'élève que tu as eu l'année précédente. Moi, je suis Sophie et je suis différente. Je suis différente, mais je suis toute là. Puis je mérite qu'on m'accorde de l'importance. Donc, je suis allée là avec cet esprit-là. Je suis allée voir la directrice aussi parce que elle m'avait dit là qu'elle voulait pas que je rentre dans son cours. Elle voulait pas que tu mettes les pieds dans la classe. Non. C'est que là, on s'entend qu'on part de loin. Oui. Et là, la directrice, elle me disait, oui, mais bon, faut la comprendre, tout ça. Ah bon? OK. Mais oui, faut la comprendre, mais moi, je suis ici à part entière et je vais faire le cours d'art plastique. Donc, t'es à l'école puis t'es inscrite dans ce cours-là. C'est ça. Donc, elle a pas le choix. Moi, je vais me présenter à son cours et elle aura pas le choix, qu'elle le veuille ou non. Je vais faire son cours. Donc, il fallait quand même avoir de la détermination. Puis, tu sais, c'était comme, j'ai mes amis qui sont là. C'est pas vrai que pendant ce cours-là, moi, je vais rester ailleurs. Puis, non, je voulais me faire accepter. La directrice, qu'est-ce qu'elle te disait, elle? Elle prenait beaucoup la part de l'autre. Oui, mais elle te proposait de faire quoi? De rester dans mon local. OK. De rester dans mon local. Il t'aurait crédité le cours d'art plastique à t'occuper à autre chose? Il ne m'aurait pas crédité le cours d'art plastique. C'est ça, il t'aurait comme empêché de le faire. Oui. Puis sans te le créditer, puis sans te proposer d'autres alternatives. Effectivement. OK. Donc, le cours d'après, je me suis rendue. Puis elle m'a dit, j'étais pas sur, elle disait que j'étais pas sur sa liste. Alors c'était comme, bon, est-ce qu'il y a des élèves que j'ai pas nommés? Je lève ma main. Évidemment, elle m'ignore. Alors là, je lui dis, oui, vous m'avez pas nommée, madame. Je suis Sophie Saint-Arnaud. Et voilà. Alors c'est ça. Je fais son premier cours. Je me souviens, parce qu'on faisait beaucoup de dessins. C'est-à-dire que les étapes variaient, là. Des fois, c'était de la poterie, des fois, c'était du dessin, des fois, c'est de la peinture. Donc, je me souviens, la première étape, c'était du dessin. Donc, j'avais demandé à l'époque, c'était des feuilles de métal que tu mettais sur un petit truc de caoutchouc, une petite tablette de caoutchouc. Oui. Pour voir en relief ce que tu faisais. Donc là, je demandais à mes amis, OK, ben dessine-moi un oiseau vite fait de bord, tu sais, parce qu'elle trouvait que mon oiseau, il était so-so. Fait que là, je lui avais dit, ben, dessine-moi un. Puis là, à partir de son modèle, ben, moi, je pouvais en faire d'autres qui ressemblaient. Et quand le prof a vu ça,
elle disait carrément qu'elle pouvait pas me donner de notes parce que je copiais sur les autres. Donc moi, je lui ai dit, Madame, vous en montrez des dessins, vous en montrez des trucs que vous montrez aux autres élèves, qui sont faits en format régulier, des peintures que d'autres élèves ont fait, des peintures que les élèves ont pas copiées, mais ils ont des modèles. Alors voilà, ça c'est mon modèle. Et là, tous les élèves prenaient ma défense. Et je me souviens très bien qu'à chaque travaux qu'on faisait, elle me notait selon l'appréciation des élèves. Parce qu'elle disait carrément, ce travail ne mérite pas d'être évalué, je mets la note de 0. Et les élèves protestaient, j'avais beaucoup de soutien. Puis ils disaient, non, ça vaut 75, ça vaut 80, ferme-toi les 2 yeux puis fais la même chose. Fait que c'est comme ça que j'avais mes notes. Ça c'est pour le cours d'art plastique secondaire 2. Wow! Mais elle a été obligée quand même de t'attribuer, elle a été obligée de t'accepter dans un premier temps? Oui, ben, à un moment donné, elle s'est rendue compte que j'étais pas l'enfant turbulent qu'elle a connu. J'étais pas l'enfant qui nécessitait beaucoup d'aide, beaucoup de besoins. Je me débrouillais par moi-même. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on me note comme tout le monde. Je voulais pas qu'on me prenne à part. Pour moi, j'étais là, puis j'étais différente, oui, mais j'avais les mêmes besoins que n'importe quel autre élève, puis je demandais pas plus, c'est pas vrai. C'est qu'elle a été obligée d'admettre. Là. Oui. Est-ce que vos relations ont été meilleures plus le cours avançait ou? Je dirais pas qu'on se parlait, mais bon, elle a fini par me nommer quand c'était les présences, puis elle a fini que, tu sais, je dirais que rendue à la 3e étape, là, elle avait plus besoin que les élèves là protestent, là, c'était comme bon, tu sais, combien ça vaut ça selon vous, puis c'est. Ouais, je peux pas croire qu'elle aurait continué comme ça. Non, puis je me souviens là, de lui avoir quelques fois demandé d'approcher ses modèles. Je pense qu'on avait des affaires en bois à un moment donné, puis j'avais dit je veux les toucher. Puis elle m'a dit ben là, tu sais, les autres ils touchent pas. Non, mais les autres ils ont leurs yeux. Moi mes yeux c'est mes doigts. Fait que je veux leur toucher. Je le briserai pas. Je veux y toucher, c'est pas difficile me semble. C'est comme ça que j'ai forgé un peu mon caractère parce que je pouvais pas croire qu'on m'accepterait pas. J'avais pas la peste, j'étais aveugle. Ça fait que c'est ça. J'ai eu aussi en français cette année-là, ça a été super difficile, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation parce que croyez-le ou pas, mon livre d'exercice, je l'ai eu le 23 juin. Donc, je n'ai pas pu avoir les mêmes fallait toujours que je me mette avec quelqu'un d'autre. Puis moi, c'est drôle à dire, mais je suis une personne visuelle. Donc, ça allait pas bien pour moi de me faire lire les questions. Je devais les lire. Pour comprendre, là, moi, il faut que je lise quelque chose. Je me fais des images mentales dans ma tête de cartes, Fait que moi, là, de me faire lire les questions puis de devoir y répondre, c'est difficile. Mais bon, je suis parvenue puis ça a bien été. Mais tu sais, c'est juste pour ajouter aux problèmes, tous les problèmes que j'ai eu en secondaire 2, là. Mais comment on explique qu'on reçoit un livre le 23 juin? J'ai aucune idée. J'ai mon professeur itinérant qui était toujours fasciné de mon travail, de mes notes. Écoute, j'étais parfaite, là. Elle voyait comment j'étais déterminée, puis combien aussi que c'était difficile à cette école-là de se faire accepter par plein de professeurs, puis même par la direction. Donc, je sais pas si ça a été un manque comment je dirais, un manque du prof itinérant ou si c'était les gens qui ont fait la traduction. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais je me souviens très bien du prof itinérant qui m'est arrivé. Tiens, Sophie, voilà, t'en as plus besoin, mais je t'apporte ton livre de français le 23 juin. Je m'en souviens très bien. Et ça, c'était toujours en secondaire 2? C'était toujours en secondaire 2. Et là, 3, 4, 5, est-ce que... 3 difficultés que j'ai eues, c'était en biologie. En fait, c'est que j'avais des très bonnes notes et le professeur m'accusait de tricher. Bon, une autre affaire. Donc, c'est ça. C'était un problème que j'ai eu. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais exprès pour faire au moins une erreur dans mes contrôles. Comme ça, j'avais pas 100%. Voilà. Donc, j'avais dit, comment tu veux que je triche, là? Je ne vois pas ce qui se... Tu sais, je vois pas les réponses des autres, là. Mais j'avais un ordi. Fait que... Ah, voilà. C'est ça.
C'est ça. J'ai eu aussi... ben là, je dis beaucoup de négatifs, mais j'ai eu aussi en géographie mon professeur qui a été une perle. Il m'avait toutes les notes de cours, tu sais, toutes les cartes, tout ça. Lui, là, il m'enregistrait ça sur une cassette, là. Puis là, j'avais juste à écouter. Tu sais, mettons, l'Amérique, tu sais, il me fallait localiser l'Amérique sur une carte. Bon, ben là, il m'expliquait tout, là, ce qu'il y avait autour. Puis, fait que là, quand c'était le temps de l'examen, ben j'avais juste à dire, voilà, autour de l'Amérique, nous avons telle affaire. Fait que, tu sais, il m'a vraiment aidé. OK. Ça, fait que tu as trouvé comme un moyen de t'aider à visualiser les cartes. Oui, fait que ça Fait que là, ça, c'est un professeur qui s'est donné la peine. Oui. OK. Oui, c'est ça. J'arrive pas à me souvenir si c'est en secondaire 3 ou en secondaire 4, mais je sais que c'était un professeur d'anglais. Je pense que c'est en 3. Ils avaient fait un voyage à New York. Et je m'étais impliquée, tout ça. J'étais allée à toutes les réunions de préparation. Puis là, quand ça a vraiment été le temps de faire signer les formulaires par nos parents, il m'a dit, toi, tu peux pas venir, t'es aveugle, tu vas nous coûter trop cher d'assurance. Je vous jure, je lui ai claqué la porte au nez et je l'ai envoyé littéralement chier. En lui disant carrément, va chier, câlisse. OK. Ouais. Mais ça t'a pas permis d'y aller Non, quand même. non, j'ai pas gagné mon point. Là, je me sentais rejetée, j'ai braillé ma vie. Écoute, là, c'était écœurant, épouvantable de dire ça. Toi, tu viens pas, tu vas nous coûter trop cher d'assurance. Puis qu'ils te le disent une fois le processus quand même très avancé. Oui. Tu t'étais impliqué, t'avais été aux réunions puis tout ça, là. Oui. C'est vraiment au moment final de dire, bon, OK, là, les parents, faut qu'ils y acceptent. Oui. Que là, non. Ah, j'avais trouvé ça épouvantable. J'ai pas reparlé de l'année. Ouais. Bon, certes, pour quand on faisait nos exposés oraux, des choses. Mais je croisais le corridor, il me disait bonjour, puis je me tournais là. Je me retournais de bord, là. C'était comme toi. Il se faisait peut-être un peu le porte-parole de la direction aussi, là. Ouais, On oui, mais ce que j'en remarque, c'est que la direction ne prenait pas vous. Ah non, parce que effectivement, j'étais allée voir la directrice, là. Puis, écoute, puis je me souviens, je pleurais, puis là, elle m'avait dit, tu sais, tu trouves ça dur, tout ça, qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Puis là, j'y avais dit, je me sens rejetée, puis je trouve ça difficile, je suis tannée de toujours devoir me battre tout le temps pour me faire accepter. Puis elle m'avait dit, veux-tu qu'on te retourne à Jacques Ouellet? Et là, j'y avais dit, non, madame! Puis j'étais ressortie de son bureau, puis j'étais pas retournée la voir. Puis ensuite de ça, dans mon agenda, j'avais toujours mon chien guide, puis il nous envoyait à l'époque, Mira, des hard guards, là, c'est des trucs pour le verre du cœur. Puis oui. c'était plein de petits collants en forme de cœur. Puis dessus, c'est écrit « Consultez régulièrement votre vétérinaire ». Ben moi, j'avais collé ça partout, dans toutes mes pages de mon agenda. Puis j'avais tout fait des accordéons avec toutes mes pages, ce qui était vraiment interdit, là. Fallait toujours que notre agenda soit très propre. Et puis, un jour, j'étais allée présenter, je me souviens plus pourquoi, mais j'ai dû aller dans le bureau de la direction et je lui avais présenté mon agenda ainsi, puis je lui avais dit, regardez madame, il y a ça ici juste pour vous. C'est écrit, consultez régulièrement votre vétérinaire. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Honnêtement, je me souviens pas, mais je me souviens d'avoir fait ça. Ah, c'était la guerre, vraiment, là. Ouais. Tu gagnais rarement ce genre de combat, mais fallait que tu te... Ah oui. J'ai gagné mon art plastique. Oui. Mes mathématiques, je les ai coulées, comme je disais, en secondaire 2. Ensuite de ça... T'étais toujours un an en arrière en mathématiques. Oui. Mais je me suis encore là... secondaire 3, ça avait bien été, là, finalement, parce que, bon, c'était juste un groupe de rattrapage de mathématiques secondaire 2. Donc, c'était tout le monde qui avait coulé leur maths 2. Écoute, même encore là, je pense qu'on a passé 6 profs, ou 5, là, mais beaucoup de professeurs avant d'avoir quelqu'un de vraiment s'aider. Puis avec cette professeure-là, mon Dieu, c'était vraiment bien. J'allais en récupération avec elle, puis elle m'expliquait bien, puis j'ai réussi finalement, là, mes maths 2. Mais ça a été un peu le même problème quand je suis arrivée en secondaire 4, ou secondaire 5, maths 4, quelque chose comme ça. J'ai eu un professeur que elle... tu sais, quand les autres élèves allaient la voir parce qu'ils comprenaient pas un problème, elle prenait le temps de leur expliquer. Mais quand c'était moi qui arrivais, elle disait, ah, ben, ok, ben, je vais juste répondre à une telle avant, là, puis je vais t'expliquer. Ah, puis là, il y en a d'autres qui arrivaient. Fait que finalement, elle m'expliquait jamais. Elle passait toujours les autres avant. Oui, tout à fait.
Fait que ça, cette année-là, j'avais recoulé encore. Mais grosso modo, là, parce que bon, je pense que tu nous as fait quand même un pas pire portrait de tout ça, mais tu as réussi quand même à avoir ton diplôme d'études secondaires, Oui. de secondaire, Oui. et dans les délais requis, là, dans les Oh, années requis. Oui. Et là, qu'est-ce que tu voulais faire après le secondaire? Je voulais aller au cégep en travail social. Moi, j'ai eu un gros coup dur en finissant juste avant. Je disais au début de l'entrevue que mon chien guide, c'était vraiment ma porte de sortie. C'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui m'a aidé. Oui, c'est ça, tout à fait. Mon chien, quand j'étais en secondaire 5, est décédé d'un cancer généralisé le 1er juin. Le 1er juin. Okay, donc juste en fin d'année scolaire. Juste avant le bal et tout. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment un coup dur. Mais je suis une fille forte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai comme mis ça de côté. J'ai comme pas réalisé. Moi, le lendemain que mon chien était mort, j'étais quand même à l'école. Avec tout le questionnement de tous les élèves. Hein, où t'as mis ton chien? Les professeurs, la même chose. Puis là, de devoir leur dire, il est mort. Il est décédé hier. Puis ça, là, je vais comme toujours m'en souvenir. C'était quelque chose, ça m'a pris vraiment du temps avant de faire mon deuil de ce chien-là. Parce que c'est ça. Un coup, les examens ont été finis. Moi, je suis partie en même temps de chez moi à cette époque-là. Donc, je me suis tout de suite pris un appartement. Donc, j'étais comme un peu toute seule à vivre et mon deuil et à être laissée aller, là, si on veut, écoute, quand on sort 17, 18 ans, là, on est... ouf, le monde s'ouvre à nous, là. Donc, ça fait beaucoup de choses. Oui. Fait que moi, oui, je suis rentrée au cégep de cette même année-là, en travail social. Puis je suis content, voyons. T'es contente, Martin? Je suis content que t'en parles parce que 20 ans plus tard, le travail social et les non-voyants, moi j'ai toujours trouvé que ça faisait pas bon ménage. Et qu'est-ce qui s'est passé en travail social pour toi en quelques minutes? Oui, bien sûr. Mon Dieu, ça a été très difficile. Je me souviens de pas avoir pu faire les stages que j'aurais voulu vraiment faire. Puis... à cause de discrimination ou de mal-acceptation? C'est vague, le pourquoi du comment, mais je sais que tous les stages que je voulais postuler, c'est drôle, mais on me disait que c'était déjà plein ou que, que je pourrais pas faire ça parce qu'il fallait, je sais pas moi, remplir des cahiers de bord ou on trouvait toutes les raisons de dire que tu serais pas capable. Oui, c'est ça. Sans te demander toi ce que tu pensais être capable de faire ou comment tu pourrais le faire. Effectivement. Puis la première journée de stage que j'ai fait, finalement ils ont décidé que j'étais comme plus ou moins à ma place, supposément là que j'étais. C'est vague parce que mon premier stage c'était dans un endroit en santé mentale, puis ça pour moi c'était écoute, je ne voulais pas en partant aller là-dedans. Fait que moi, d'arriver à quelque part puis de me faire sauter dans les bras par quelqu'un que je connais pas, pour moi, écoute, qui a comme 18 ans, c'est comme, ça a été difficile. Puis c'est ça a l'air que ça a pas donné pas une bonne impression finalement. Mais mis à part ça, Mais comment qu'on t'a envoyé là? Si tu voulais pas y aller, puis que c'est pas tout le monde quand même qui est fait pour aller dans un organisme pour personne. Non, mais ce qu'on m'avait dit, c'est voilà, on a un stage pour toi, puis c'est là. OK. Sans te donner de choix. Oui, c'est ça. Faisant fi de ce que tu avais demandé. Tout à fait, parce que de toute façon, ce que j'avais demandé pour une raison obscure, c'est ça. J'avais pas de place. Mais les cours comme tels, il y a eu des petites anecdotes, là, mais je peux dire que c'était quand même bien. Au niveau des amis, tout ça, j'avais pas de difficulté à m'intégrer comme tel, là. Ça... Ouais, j'ai ri parce qu'on a fait quelques cours en commun. Travail social avec certains profs en commun aussi. Effectivement, il y a eu quelques anecdotes. Oui, ben c'est ça. Voilà. Mais finalement, j'ai lâché j'ai fini par lâcher ça pour
Ouais, honnêtement, là, même moi, je me rappelle plus après parce que moi, j'ai fait un peu de travail social aussi. Oui, ben moi, j'ai comme vécu ma jeunesse ensuite, disons. OK, un Puis, petit peu à retardement, oui, on c'est peut ça. dire. Fait que j'ai fait ça. Puis ensuite, ben, je me suis mis à faire ce dont j'étais destinée, si on veut. J'ai eu mon premier enfant, donc c'est ça. Disons que l'école, à ce moment-là, ça a comme été terminé, là. Puis là, le premier enfant, on peut le dire, je pense, il est né en 2001. Oui, fin 2001. Fin 2001. Ouais. OK. Il était supposé naître là le 10 début février 2002. Il est né prématurément le 29 décembre 2001. Là, évidemment que je veux pas qu'on rentre dans les dédales de, bon, tout le monde sait comment ça se fait un enfant, là. Mais ce que je veux savoir, moi, bon, tu disais, à l'école Jacques Ouellet, tu t'occupais des plus jeunes, tout ça. Est-ce que le goût d'avoir un enfant, ça t'est venu assez vite? Et, te connaissant, j'imagine que tu voyais pas beaucoup non plus de problèmes à avoir un enfant. Ben, oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, en fait, oui. Moi, j'ai toujours voulu des enfants. Je me souviens quand j'étais très jeune, même adolescente, j'en voulais 5, là. C'était, les enfants, moi, écoute, j'étais née pour avoir des enfants, là. Je me souviens, j'avais 11 ans. J'écoutais, me semble que c'était une sélection du Reader's Digest, là, sur cassette. Puis c'était, à l'époque, une sexologue, là, Claire Bouchard, qui faisait un article, puis qui parlait des jeunes, justement, qui voulaient des enfants, puis je me reconnaissais tellement. Ça faisait longtemps que je voulais des enfants. OK. Oui. Mais tu voyais pas de problème à en avoir vu... Moi, là, Martin, il y a jamais de problème à rien. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, à 40 ans, je suis tout à fait consciente de mes limites, je les accepte, c'est correct, mais il y a toujours moyen, quand tu veux quelque chose, il y a toujours moyen d'arriver à ce que tu veux. C'est peut-être pas en empruntant le chemin que tu veux, c'est peut-être pas aussi facile que quelqu'un d'autre. Ça se fait peut-être différemment, mais il y a toujours moyen. Puis pour moi, là, il y en a pas de problème. Fait que non, avoir des enfants, j'ai jamais ne serait-ce pensé à quoi que ce soit de me dire qu'il y aurait un problème, tellement que mon Dieu, j'avais un médecin de famille à l'époque qui s'appelait Dominique, puis j'avais ma gynéco. Puis ces deux-là, ils se connaissaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis la journée où je suis rentrée dans son bureau en disant, ben voilà, Marie-Josée, c'était ma gynéco. Je disais, je vais accoucher de façon prématurée. Elle me croyait pas, puis elle paniquait tellement parce que pour elle, mon Dieu, un aveugle qui allait avoir un enfant, c'était, mon Dieu, ça se peut pas. C'était comme un peu inconcevable. Oh mon Dieu, elle était très, 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 très inquiète. Puis là, elle a appelé Dominique, puis Dominique, c'était un docteur qui était très, très zen. Elle a dit, ben oui, puis là, Marie-Josée, elle disait, ben oui, elle va accoucher, elle a 33 semaines, puis qu'est-ce qui va arriver? Puis Dominique, il avait dit, ben, elle va accoucher, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Fait que, tout ça pour dire que quand j'ai eu accouché, évidemment, mère monoparentale, avec un bébé, je me suis ramassée avec les services imposés de la DPJ. Même s'ils avaient aucun motif. Écoute, t'aurais dû voir là, tout le personnel infirmier qui était là la première fois où j'ai donné le bain à Esteban. Moi, je leur avais dit, vous êtes toutes là, vous me regardez, là? Bon, ben, regardez-moi bien parce que ça va être la seule fois. Puis, c'est ça. Finalement, après ça, ils étaient plus là, quand je donnais le bain, puis ils ont compris assez vite, puis je me souviens de la stagiaire qui était là aussi, de la DPJ. Écoute, elle cherchait des affaires à faire quand elle venait chez moi, là. C'était comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, elle venait chercher ma passe d'autobus, parce qu'à l'époque, c'était des passes en papier, en plastique que t'allais chercher au IGA, là. Bon, ben, elle venait chercher la passe avec moi, là. C'était ça qu'elle faisait, là. OK. Fait que, puis le jour où ils ont dû fermer mon dossier, la travailleuse sociale qui était là, moi, j'ai toujours fait tout ce qu'ils ont voulu. Ils voulaient que je m'inscrive dans des ateliers de stimulation.
Tu sais, j'ai tout fait, même si je savais que j'en avais pas besoin, que mon gars, j'étais capable de le stimuler, puis que j'avais pas besoin de personne. J'ai tout été super poli. Mais la dernière étape de concertation, quand ils ont dû fermer le dossier, la travailleuse sociale principale est venue me voir, puis elle m'a dit, toi, arrange-toi juste pas pour que ton dossier revienne sur mon bureau, parce qu'on te l'enlève. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais l'appeler Charlotte. Que t'as explosé, je Oui. Je lui ai dit, Charlotte, j'ai toujours fait tout ce que vous avez voulu, j'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre, mais là, je vais te dire juste une chose, encore une fois, sincèrement, du plus profond de mon cœur, va chier. Puis ça s'est arrêté là. Ben, écoute, moi, je voudrais bien pas que ça s'arrête, mais hey, ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on parle. Puis avant d'aller à la pause, je vais me permettre la question plate. Oui, vas-y. Ben, je vais être platement correct pour te dire que je veux pas répondre si je veux pas. non, mais c'est très général. Là. Vas-y. Bon, OK. On veut des enfants, on est une femme, on veut plaire, on veut séduire. Comment on fait? Est-ce que c'était important pour toi, l'apparence physique, savoir, admettons, que tu plaisais pour te trouver un chum, hein, pour te trouver un géniteur, tu sais, je sais pas, là, comment le dire, mais comment? Je te dirais non. Moi, à cette époque-là, j'étais plus une mère qu'une femme. Donc, pour moi, non. L'apparence physique, là, ça avait très peu d'importance. Mais là, tu dis ça avait, est-ce que maintenant ça en a plus? Oui, maintenant qu'on est plus vieux, maintenant qu'on a du recul, on fait un peu plus attention à soi. Oui. D'accord. Mais ça n'a pas été trop compliqué? De trouver quelqu'un? Ah, ça n'a pas l'air. Et là, bon. Maintenant, t'as 3 enfants? Oui. Et bon, le dernier est quand même pas très vieux, un peu plus d'1 an tout au plus. Mais est-ce qu'on a le temps d'avoir des passions? Qu'est-ce que tu... On a le temps d'avoir des passions certaines, puis non seulement on en a, mais on les partage avec les enfants. D'accord. On fait des choses autour de cette passion-là. Moi, ma grande passion dans la vie, c'est les animaux. Oui, puis ça date pas d'aujourd'hui. Non. Tous les animaux, moi, si je pouvais aller en Australie, avoir un zoo à moi, je le ferais, là. Moi, j'ai un grand rêve, c'est d'aller en Australie, il y a un zoo qu'on peut flatter vraiment plein d'animaux exotiques. Puis je sais, entre autres, qu'il y a autant de kangourous en Australie qu'il peut y avoir de mouettes à peu près ici, là. Puis on se promène, il y en a plein des kangourous, là, puis tu peux en flatter. Ben ça, c'est quelque chose que je veux faire. Fait que, oui, les enfants adorent tous les animaux. Un des premiers mots de mon plus jeune, c'est ça d'ailleurs, c'est chat. Oui. Mais encore là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais encore là, on le coupera au montage si jamais. Mais tu dis j'aimerais ça avoir un zoo, mais t'as déjà quand même eu des mini-zoos. Ouais, j'ai déjà eu effectivement beaucoup, plusieurs animaux. Si on calcule toutes les espèces d'animaux que t'as eu en ta possession, ah oui, mais il y en a quand même beaucoup. Cette époque-là, j'avais pas d'enfants, c'était comme mes bébés, j'avais le temps de m'occuper d'eux. C'est ça. Mm-hmm. Là, ça, c'est autre chose. Oui, oui. Mais t'as quand même eu l'expérience d'avoir beaucoup de... Oui, j'ai touché à beaucoup d'exotiques, oui, effectivement. Par contre, les enfants, c'est toujours une priorité, donc c'est sûr qu'on aime toujours autant les animaux, mais on en a moins. Ça passe dans une autre sphère un peu de la passion, mais oui. C'est encore là. Tout à fait. D'accord. Hey, on va faire la pause, Sophie, je pense, mais on a encore plein d'affaires à discuter. Ah, oui. Parce que bon, là, t'as 3 enfants, là, t'es en congé de c'est-tu maternité, parentale, c'est quoi? Maternité. Bon, en tout cas, peu importe. T'es en congé, mais t'as travaillé, t'as fait, il y a un autre cours que t'as fait qu'on va effleurer peut-être rapidement, mais en tout cas, je veux qu'on parle de ce qui s'est passé un peu, avec le côté professionnel, si t'es d'accord. Oui, pas de problème. Ça qu'on fait la pause, puis on revient tout de suite après avec notre invitée qui est Sophie Saint-Arnaud. Merci Martin.
Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, comme c'était conclu, je vous fais une petite nomenclature des œuvres de mon auteur préféré du côté québécois et masculin. Et j'ai nommé Simon Boulris. Encore une fois, Simon Boulris n'écrit pas seulement que des livres pour adultes, il écrit des livres aussi pour les adolescents et les jeunes un peu d'âge du cégep. Et c'est toujours des livres quand même avec pour faire découvrir des problèmes si ceux-ci ne sont pas connus, mais aussi pour essayer de faire de la sensibilisation. Je parle entre autres de l'anorexie, mais du côté des adolescents masculins. Je vais vous faire la lecture de 2 quatrièmes de couverture comme j'ai fait pour Christine Brouillette il y a 2 semaines. Le livre qui est sorti en 2016 et un livre qui est sorti en 2017 qui encore une fois sont très différents. Donc le livre qui est sorti en 2017, ça s'intitule L'enfant mascara. L'enfant mascara est une histoire d'amour à sens unique, comme on en voit partout dans toutes les écoles secondaires. À cette différence qu'elle se conclut de manière particulièrement tragique. Inspirée par des faits réels qui se sont déroulés dans la ville d'Oxnard, en Californie, Simon Boulris transpose dans la fiction l'un des meurtres homophobes, voire transphobes, les plus violents à s'être produits aux États-Unis, tout en rendant hommage à Harry, Laetitia, un être rempli de désir, d'éclat et d'arrogance, dont la vie n'aura été que fulgurance. Un roman unique traversé par la profonde empathie de son auteur. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est un livre que j'ai lu très récemment, au mois de mars, et c'est un livre qui a été écrit en collaboration avec un autre auteur qui s'appelle Alain Labonté. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être en écoutant la quatrième de couverture, mais encore plus en le lisant, parce que même en le lisant, ils ont utilisé la voix de 2 personnes pour le faire, selon les lettres qui étaient écrites. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Octobre 2015. Alain est assis dans son salon. À la télévision, des images défilent. Un jeune homme, les yeux bandés et les mains liées, est amené au sommet de la plus haute tour d'une ville, puis poussé dans le vide, parce qu'il est homosexuel. Habité par la colère et l'incompréhension, Alain écrit à la première personne à laquelle il pense, Simon. Celui-ci, dans les nuages entre Montréal et Bécomo, lui répond. C'est ainsi que s'amorcent entre les 2 auteurs des échanges qui abordent leur parcours, leurs aspirations, leur joie face aux avancées des droits LGBTQ ici, leur réaction face aux horreurs perpétrées ailleurs, l'importance de la famille et de la création. Alors voilà, je vous invite à faire des petites recherches, de regarder ce qui pourrait aller vous chercher quelque chose au niveau de cet auteur. Je pense que c'est assez infini et je pense également que vous avez de quoi vous occuper en ce qui concerne vos lectures pendant les prochains mois
mais même pour les prochaines semaines pour certaines personnes. Donc, je vous remercie de votre écoute et de vous inspirer parfois par mes choix de lecture. À notre prochaine émission. Rodrigo Ramirez. On est jeune, on veut vivre et on apprend une terrible nouvelle qui nous fera perdre la vue. Comble de malheur, nous disposons de 3 jours pour se faire à cette épouvante idée. J'ai eu 3 jours. J'ai eu 3 jours de préavis. OK. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer en soi. C'est quoi en fait, j'étais comme je disais pendant plusieurs mois, j'allais chez les docteurs, je leur disais mon tête, OK, Tylenol, OK, on se revoit dans quelques mois. Ça continuait comme ça jusqu'à ce que ma mère se tanne un jour. Elle me dit Rodrigo, ça suffit, j'en peux plus. Ça revient toujours, constamment. Quand on va pas chez le médecin, tu passes ta semaine entière couché au lit avec des maux de tête, des sacs, des compresses froides sur la tête pour réduire ta douleur. Ça suffit, on va à l'hôpital à l'urgence. Fait que j'ai passé 13 heures à l'urgence à attendre. Ils m'ont renvoyé le lendemain, ils m'ont dit reviens le lendemain. Après 13 heures, on va te faire des scans le lendemain parce que là ils sont fermés. Mais d'après ce qu'on entend, juste au cas où, on va te faire un scan, même si on n'est pas certain que ça soit nécessaire. Mais pour éviter, parce que là, ça fait vraiment longtemps que vous venez nous voir, les scans. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Sophie Saint-Arnaud. Et pendant la pause, Sophie me disait que tu voudrais revenir un petit peu sur Jacques Rousseau, des petits événements qui ont été quand même, disons, assez hors du commun. Oui. Je te laisse aller avec ça. Super. En fait, tu sais, bon, oui, secondaire 2, ça a été difficile. Oui, secondaire 3, un peu moins. Mais il faut que j'avoue que secondaire 4 et secondaire 5, ça a quand même bien été, là. Plus ça allait. Ça se tassait, là. Plus ça allait, oui, effectivement, là. Plus les profs s'habituaient à avoir un élève différent, puis s'habituaient à moi aussi. Fait que ça allait mieux. Les directions, ça allait bien aussi. Par contre, ce que je voulais absolument apporter, c'est qu'en secondaire 4, on avait une épreuve de français du ministère. Me semble que c'était une production écrite. Puis, j'avais toujours mon versa-braille. Je finis mon examen, je vais l'imprimer, je vais le remettre à la salle des professeurs pour qu'ils puissent l'envoyer parce que c'était pas les professeurs qui corrigeaient ça, c'était au ministère. Donc c'est ça. Moi, par la suite, l'été passe, je reçois finalement mon relevé de notes, puis je m'aperçois qu'il y a un 60. Puis un 0 aussi. Fait que je me dis, mon Dieu, mais comment ça se fait que j'ai juste 60? J'ai eu super bonne note toute l'année. Puis là, j'ai 60, puis un 0. Comment ça, 0? Fait que je contacte le ministère, parce qu'à l'école, on pouvait pas rien me dire. C'était fermé de toute façon. Donc, le ministère m'explique qu'ils ont jamais reçu ma copie. Fait qu'ils ont dû mettre la note de 0. Là, c'est parce que ça se peut pas, tu sais. Moi, je l'ai fait, cet examen-là. Ben non, on l'a pas reçu. Finalement, quand l'école a recommencé ou un peu avant, je contacte les personnes en charge, je me souviens pas là, si c'était la direction, peu importe. Et on m'explique tout bonnement que le surveillant qui a pris ma copie l'a perdu. Donc... Rien de moins. Juste ça. On pouvait pas me le dire, moi je pouvais, tu sais, j'aurais pu réimprimer, non, on m'a rien dit, on laissait ça comme ça. Puis là c'est ça, j'ai fait j'ai parlementé avec le ministère finalement, on m'a pas attribué de notes, mais on m'a pas pénalisé non plus là. Ça je trouvais que c'était important de le préciser. Puis bon, en secondaire 5 pour couronner là tout, c'est là où j'ai vraiment atteint là mon niveau de comment je dirais de vouloir être vraiment comme les autres, tu sais, puis mon prof d'anglais m'a donné un peu cette opportunité là. J'ai foxé pour la première fois mes cours en secondaire 5. Prof d'anglais m'a hissé la face, on sait pas trop pourquoi, hein, ça arrive comme ça des fois. Puis, peu importe, je vous signale que c'était toujours des groupes enrichis, là. Elle mettait toujours des 30, 40, au mieux 50. Fait qu'à un moment donné, moi, je m'étais dit, ça se peut pas, c'est pas mes notes, je ne vaux pas ça, ça se peut pas. Pourquoi j'ai jamais coulé, tu sais, puis là, non, ça marche pas, là. Fait que je m'étais mis avec une fille qui était bilingue pour faire un travail d'équipe. Donc, la fille qui était bilingue a eu, je me souviens pas, là, mais une très très bonne note, là, entre 85 et 95. Et moi, j'avais eu quelque chose comme 30 ou 40. Fait que là, j'étais allée voir le prof, puis j'avais dit, ben, amuse-toi, ma chère. J'espère que ça te fait vraiment plaisir de mettre les notes que tu me mets. Mais je veux juste te dire une chose.
c'est qu'à l'examen du ministère, c'est toi qui vas avoir l'air la pire parce que je n'aurai pas les 30 ou 40 que tu m'as mis toute l'année. C'est impossible. Et, forcément, pendant ces cours d'anglais, moi, j'y allais plus, ça me donnait rien, donc je foxais. Puis, l'examen du ministère, ben, je me suis tapé un 90. Donc, ils ont été obligés de mettre la note de 60. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Jacques Rousseau. Bon. Et là, bon, on disait tantôt Jacques Rousseau, travail social, tout ça. Bon, après ça, un petit peu la vie de famille qui a commencé. Et moi, à un moment donné, j'ai décidé un petit peu, parce que je savais plus trop non plus quoi faire, j'ai décidé d'aller faire la formation au SDEM pour travailler en téléservice. Et l'année d'après, c'est toi qui as décidé de le faire. Oui, ben moi, j'étais sur l'aide sociale avec un bébé. Ça me coûtait, je voulais pas. Je voulais, mais je voulais pas. Je voulais aller la faire, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, mon bébé, il a juste 1 an. Je vais l'envoyer à la garderie. C'était comme inconcevable pour moi. Mais en même temps, on promettait presque, on disait, je me souviens plus du pourcentage, mais qu'en faisant le cours, c'est sûr qu'on avait un stage. Puis, ben, peut-être un emploi. Donc, je m'étais dit, ben, ça va être beaucoup mieux que d'être sur l'aide sociale. Donc, regret, à reculons, j'ai envoyé mon enfant à la garderie et j'ai fait le cours. Super bien été, encore là, autant socialement que académiquement. Puis, moi, ça a toujours été le domaine de la santé qui m'a attirée. Donc, oui, parce que toi, t'aurais aimé ça, être vétérinaire, être médecin, je me souviens plus dans quelle branche, là, mais tu sais, quand même, tout l'aspect médicaments, tout ça, ça t'intéressait? Oui, la pharmacie ou... ouais. Oui, médecin, urgentologue, ou oui, vraiment, c'était la santé qui m'intéressait. Donc, je dois avouer que je dois beaucoup à la personne qui est responsable qui était responsable de ce programme-là à l'époque, c'était Gilles Ouellette. Ouais. C'est ça. Donc, c'est lui qui m'a trouvé mon stage là-bas. Où je travaille toujours d'ailleurs. C'était un endroit qui était vraiment, vraiment, vraiment loin. C'était ça le gros désavantage. Oui, c'était ça. Moi, quand il m'a dit, j'ai trouvé ça, c'est dans le domaine de la santé, tout ça, mais c'est loin. Mais encore là, l'entreprise pour laquelle je travaille a accepté, c'était de façon bénévole, de toute façon, mais quand même, ils ont accepté de réduire mes heures. Donc, je quittais pas à 5 heures, je quittais autour de 3 heures. Donc, j'ai fait mes heures de service à la clientèle avec eux. Donc, c'est ça, effectivement, ça fait là, tout près de 13 ans que je travaille pour Emma Québec. Je fais surtout du service à la clientèle, mais ça touche beaucoup à la santé. Je peux pas résumer les tâches, c'est trop complexe, mais je suis quand même servie. Au niveau de la santé là, je suis très bien à ce niveau-là. Puis la plupart se fait là à l'informatique et au téléphone là. Mais ça, l'informatique, là, je me souviens quand t'étais jeune, t'étais un peu c'était pas ta passion, ça, l'informatique. C'était pas ma passion, ça l'est toujours pas. Je me débrouille, mais sans plus. Mais tu te débrouilles quand même de plus en plus. De plus en plus. Mieux, oui. Mais là, c'est sûr qu'avec les enfants, j'ai pas le temps là où je prends pas le temps, où j'ai d'autres priorités, mais pour moi, c'est pas d'aller passer des heures sur Internet à chercher telle affaire ou non, moi, je suis encore pas mal de la bonne vieille méthode. Quand je veux savoir une information, j'appelle. Mais tes enfants t'aident quand même aussi avec ça, l'informatique, là. Oui. Eux autres, pour eux, c'est pas... Ils sont nés avec ça, là. C'est surtout mon Tristan Liam, là, celui de 12 ans. Écoute, oui, il est né avec ça. Parce que là, on parlait aussi de toutes les activités, parce que toi, t'es très active, les enfants, c'est important aussi qu'ils soient actifs, qu'ils sortent de la maison, qu'ils fassent des cours, des activités. Ah oui. Moi, écoute, là, c'est ça, on passe du coq à l'âne un peu pas mal, mais... Tu voulais-tu dire autre chose sur l'aspect travail? Je vais terminer, effectivement, là. Okay. Juste dire que, c'est ça, c'est que c'est très loin,
j'ai eu durant bon, à un moment donné j'ai été engagée, puis là entre-temps j'ai eu mon deuxième. C'est vrai. T'avais pas commencé à travailler, puis moi je t'amène déjà. Ben oui. Mais c'est ça, donc là fallait que je me souviens, non seulement c'est très loin de ma résidence, ben en fait, puis il faut que voyons, j'ai comme perdu le fil. Fallait que j'aille chercher mon grand qui était à l'époque à la garderie, puis ensuite que je revienne à la maison, que je fasse le souper, que je donne le bain. Fait que moi là, même si je partais à 3 heures de là-bas, je me souviens, j'arrivais vers 5h, 5h15 à la garderie. Puis à l'époque, la garderie que j'avais trouvée, c'était pas tout près de chez moi, c'était à Ville-le-Moine. Moi, je reste à Longueuil, donc ouf. C'était beaucoup de voyagement. C'était quelque chose là, ensuite de ça pour arriver à c'est un jeune enfant quand même, là. Faut le faire patienter le temps que tu fais le souper, puis fait que c'était quelque chose. Puis bon, se lever encore le matin très tôt sans le priver de ses heures de sommeil. Il fallait que je me lève tôt pour aller le porter à la garderie. Puis il y avait un paquet de facteurs là comme à tout coordonner. Oui, c'était quelque chose. C'était beaucoup d'organisation. Puis là, ben c'est ça, donc j'ai eu mon deuxième tout en travaillant là-bas. Fait que là, je me souviens à un moment donné, bon, c'est pas pire quand t'en as 2 à la garderie. Là, à un moment donné, un quitte la garderie, va au camp de jour l'été. Donc, un à la garderie, l'autre au camp de jour. Puis plus tard, ben là, c'était un à la maternelle, un à la garderie. Fait que là, mon Esteban allait à l'école privée, à la maternelle. Donc, j'allais le reconduire à pied. Je marchais jusqu'à la garderie à pied. Puis après ça, je quittais pour le travail. Donc, c'était ouf! Je regarde ça aujourd'hui puis je me dis, je suis pas sûre que je le referais. Beaucoup de sport. Ah oui, ben c'est ça. Donc tu arrivais toi au point que pour moi c'est important les activités physiques, parce que j'ai été très sportive jeune, on a comme passé tellement de choses à dire. J'ai fait tellement d'activités. Ben oui, tu faisais du goalball, puis tu faisais je faisais de la gymnastique oui. avec les voyants, Ben j'en oui, ai fait longtemps là, de 7 ans jusqu'à mon Dieu 18-20 ans, j'en faisais encore, là. L'été, j'allais dans des camps de jour de cirque. Quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup ça. Il y avait juste, dans le fond, les sports d'équipe que je pouvais pas faire. Mais sinon, je faisais tout, là. La jonglerie, les chasse, tout ce qui est, écoute, name it, là, il y en avait pas de... Mais il y avait toujours pas de problème pas d'adaptation, mais d'acceptation. Non. C'est-à-dire, quand tu t'inscrivais dans un cours, ça allait bien. Ça allait bien. Il y avait pas de question d'assurance. Il y avait pas. Non, c'était. Non, j'ai toujours été pris comme j'étais. J'étais tellement active, ça se voyait. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai jamais eu de problème. Je me souviens, je devais avoir à peu près 10 ans, oui, c'est ça, 10 ans. Puis il y a le professeur, mais il était quelques coachs en gymnastique. Ben, il y en avait une qui était restée plus tard pour me montrer les mouvements que j'avais pas réussi à comprendre au sol. Donc, elle avait passé comme une demi-heure, 1 heure à m'expliquer ça. Puis ensuite de ça, ben, j'avais été transférée avec les gars parce que j'étais trop forte pour les filles. Ben, moi, là, faire du sol, c'était pas mon dada, là. Fait que je faisais plus des anneaux, du trapèze, des trucs comme ça. Je me souviens, fait que oui, j'étais très active. Donc, pour moi, c'était important que les enfants aussi soient sportifs. Tu sais, je voyais d'autres mamans avec leur bébé faire des cours de natation. Ben, j'allais, moi aussi, faire des cours de natation avec mes enfants. Oui, très jeune, là. Oui, à partir de 4-5 mois. Tu sais, puis bon, oui, il y avait les cours de natation, mais ça a l'air facile comme ça, mais il y a beaucoup d'aspects visuels. J'en ai refait, là, avec mon plus jeune, excuse. Puis, fallait, tu sais, il lance des morceaux de casse-tête dans l'eau, ben là, faut que tu incites le bébé, le jeune enfant à aller les chercher, faut aller les placer dans les bons trous dans le casse-tête. Fait que, tu sais, c'est un cours de natation, mais il y a beaucoup de jeux, des jeux de ballon, des jeux... fait que, oui, pour moi, je faisais tout ça. Puis là, ils sont arrivés un peu plus vieux, les deux. Là, c'était du judo. Donc, les 2 dernières années, j'ai pas mal fini de travailler très très tôt. Je faisais moins d'heures de travail pour me consacrer aux enfants qui, eux, avaient leur cours de judo. Et s'il vous plaît,
pas à Longueuil, non. Une année que c'était à Saint-Hubert et l'autre année, dernière année, c'était à Boucherville. Donc, 3-4 fois par semaine, j'allais m'asseoir dans les gymnases à regarder les enfants faire des cours de judo. Des fois, c'était long, hein, c'était très, très long. Mais c'est ça, on avait beaucoup de compétitions de judo aussi dans différentes villes. Et puis, malgré tout ça, malgré le fait que il y avait des compétitions à Drummondville, à Victoriaville, à Saint-Hyacinthe. C'est ça, là. C'est plus à côté, là. J'ai jamais eu de parents qui m'ont dit, on s'en va là, nous aussi on l'a fait, veux-tu monter avec nous? Non, jamais. Puis moi, je me cachais pas du fait que je devais prendre l'autobus, qu'on devait se réserver une chambre d'hôtel. J'ai jamais un parent. Bon, je l'ai jamais demandé non plus. Mais ça t'a jamais été offert de façon spontanée. Jamais, jamais. Il y a une fois que le coach, en finissant une compétition de Drummondville, nous a dit, si vous voulez, je peux vous ramener. J'ai dit oui, mais je me souviens de l'avoir demandé à un parent, à savoir si on pouvait s'en revenir avec eux. Je me souviens pas si c'est... Bon, peu importe, mais c'était loin, là. Puis, on nous a dit, ah non, tu sais, on n'a pas vraiment de place. C'était une excuse parce que il y en avait de la place, là. Mais bon, tout ça pour dire que... Tu t'es débrouillé Oui. par toi-même. Oui. Puis ils en ont fait du sport, que ce soit le soccer, je me souviens, Esteban adorait le soccer. Crime puff, non seulement je me levais de bonne heure toute la semaine, le samedi matin, il fallait que je sois rendu au Dôme pour 8 heures parce que mon Esteban faisait du soccer. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, il me semble que j'entends moins parler de compétition. Effectivement. Ce qui arrive, c'est que, mon Dieu, Tristan Liam a ce qu'on appelle une dyspraxie motrice. Là, je rentrerai pas dans tout ce que c'est, vous pourrez aller chercher sur Internet, hein. Mais bref, c'est un trouble de la coordination. Avec d'autres problèmes, bien sûr. Ce qui fait que l'écart s'est beaucoup creusé entre les autres enfants de son âge, puis ses possibilités réelles d'avancement. Donc, là, la dernière année de compétition a vraiment été catastrophique. Il a jamais rien gagné. Ça a été très, très, très difficile pour lui. Donc, il a arrêté le judo. Fait qu'il fait du taekwondo maintenant, avec un de ses amis. Donc, c'est les parents, c'est son ami d'enfance à lui, là. Écoute, ils se connaissent depuis la garderie, donc c'est les parents il s'appelle Vincent, le petit garçon. Donc, les parents de Vincent qui s'occupent des fois, bon, l'été, Tristan, il se rend chez Vincent à pied, puis bon, les parents le ramènent. Mais bon. Il y a une collaboration des parents de oui, cet enfant-là. C'est ça, okay. Tout à fait. Puis j'ai mon Esteban qui fait plus maintenant du parascolaire, il fait du badminton le lundi soir. Donc OK, ça qui font tout autant d'activités, mais c'est moins engageant familialement, là, dans le sens... Mais je dirais qu'ils en font un peu moins. Ça, je trouve ça difficile. Mais j'ai mon Esteban qui est encore plus sportif. Donc, lui, il se gêne pas, là, pour aller à la patinoire l'hiver, d'aller à la piscine l'été, la piscine municipale, tout ça. Puis souvent, le petit frère suit, là. Oui, c'est sûr que maintenant qu'ils sont plus vieux, ils font plus de choses par eux-mêmes. J'ai pas besoin d'aller au parc avec eux, ils vont y aller tout seuls. Quand ils vont au skatepark, ils vont tout seuls. Je suis pas là derrière eux à les regarder, là. C'est ça, ouais. Mais là, ça va recommencer avec le plus petit, là. Là, j'ai commencé les cours. Oui, parce que là, je veux juste que les gens comprennent bien, ça dans le contexte, là, tant qu'à faire. Esteban est né fin 2001. Tristan est né à la fin novembre 2005. Et le plus jeune est né en 2017. Oui. Fait que là, à l'âge où le plus jeune, qui était Tristan Liam, était devenu un peu plus autonome, mais là, on recommence à zéro, là, dans les couches. On recommence à zéro, mais moi, Martin, là, écoute, ça donne tellement un enfant, c'est tellement... Je sais même pas comment expliquer, c'est gratifiant, c'est de l'amour inconditionnel, c'est tout sauf difficile. Tu sais, c'est sûr qu'on s'entend, j'ai moins d'énergie que j'en ai déjà eu. Courir à 4 pattes en arrière de lui pour l'attraper, puis je le fais peut-être moins longtemps, mais les rapprochements sont, tu sais, je vais plus lui parler, je vais, tu sais, il va retirer cet enfant-là d'autres bénéfices que les autres ont pas retiré. Tu sais, puis je suis pas la seule, là, j'en connais
quand même quelques-unes des mamans qui ça se voit de plus en plus maintenant. Puis je pense qu'il y a personne qui regrette non plus. Tu sais, j'aime tellement le... Tu sais, on transmet vraiment une partie de nous à notre chair, à notre... Tu sais, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est même pas une corvée pour moi de me lever. Il fait pas encore ses nuits, là. Il se réveille 4-5 fois, parce que moi, je les ai toujours allaités, puis je l'allaite encore, malgré qu'il est capable de marcher maintenant. Mais, oui, de toute façon, la décision était réfléchie, là. Ah, tout à fait. C'était pas une surprise, là. C'était pas comme une... Ben, c'était une surprise, oui et non, mais... T'en voulais, quand même. Oui, j'en voulais encore, c'est ça. sûr. Moi, je pense que je pourrais avoir 60 ans puis vouloir des enfants, pareil. Non, mais à un moment donné, faut se raisonner aussi, là, parce que bon, Ben, tu vas être en âge d'être grand-mère. Oui, puis moi, je pense beaucoup à l'enfant aussi là-dedans. Je veux pas qu'il perde sa mère trop tôt. Donc, honnêtement, là, tu sais, Et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Parce que bon, là, t'es en congé, là, il y a un retour au travail. Est-ce que toi, ton emploi, c'est quand même assuré? C'est pas... Mon emploi est assuré, sauf que je bénéficie de ce qu'on appelle du Father's Law. C'est comme, ça fait longtemps que je suis là, mais le poste sur lequel je suis est aboli. Donc, il y en aura pas d'autres. Okay. C'est remplacé par autre chose. Donc, mon emploi est assuré, mais le jour où la convention va dire on n'en veut plus de la Father's Law, puis c'est comme, on sait pas ce qui peut arriver. Okay. Puis, honnêtement, actuellement, moi, je suis beaucoup dans le moment présent. Donc, je suis bien actuellement avec mon bébé. J'appréhende vraiment beaucoup le retour au travail. Je pense que je vais prendre une autre année sabbatique. Je suis vraiment trop bien. Je l'avais fait avec Tristan Liam aussi. J'avais pris une année sabbatique. J'étais restée 21 mois à la maison. Ben, en fait, il a commencé la garderie, il avait 21 mois. Puis, j'ai pris 2 ans et demi de congé, là. Donc, tu sais, pour moi, là, comment je pourrais dire? C'est plus important pour moi de donner à la famille que, tu sais, le travail, c'est bien parce que t'as de l'argent, t'as une vie sociale, c'est super. Je resterai pas à la maison tout le temps, c'est pas vrai, mais je vais certainement encore travailler moins que ce que je travaillais pour pouvoir me consacrer. Oui, j'ai quand même Esteban qui a 16 ans, mais oui, Esteban a besoin de moi quand même pour être encadré, pour faire, je suis pas laissée à moi-même quand je reviens de l'école, puis je peux pas inviter qui je veux quand je veux, puis faire ce que je veux quand je veux. Il a besoin d'un cadre, puis même s'il est au cégep, il va encore avoir besoin de ce cadre-là, puis je vais aussi toujours être là pour lui le jour où il va partir de la maison. Écoute, Esteban a une petite blonde maintenant, puis ça me fait tout drôle parce que, tu sais, oui, il vole de plus en plus de ses propres ailes, mais souvent, il a besoin de moi pour les plus petites choses de la vie. Il va beaucoup demander conseil, puis moi, je serai toujours là, il pourra jamais... Aucun de mes enfants va pouvoir me reprocher, ma mère, elle était jamais là pour nous, ma mère, elle il fallait qu'elle travaille tard le soir, elle était toute seule, puis non, parce que on s'arrange avec peu. Fait on se débrouille. C'est un beau message de vie, ça, là. Tout à fait. et je pense qu'on va terminer là-dessus parce que, 1, c'est très beau. 2, on a fait une très bonne entrevue aussi. Moi, mon but, à Connaissez-vous, c'est d'avoir des gens qui nous amènent des points de vue différents. Et je pense que tu nous en as amené tout plein. Et en plus, je voulais commencer l'émission en disant ça, mais je me disais, bon, ça se fait peut-être pas. J'étais pas certain que tu allais accepter de participer. Je dirais que j'ai hésité longtemps aussi. C'est pas l'impression que tu m'as donnée, par exemple. J'ai hésité. Oh oui, dans ma tête, là. OK. Oui, j'ai beaucoup hésité, mais je regrette pas. Parce que t'es pas beaucoup dans le milieu des non-voyants. Hein? De temps en temps, on va te voir. De temps en temps, tu vas venir faire ton petit tour. Tu t'es impliqué un peu sur le conseil d'administration de l'ARS, mais... C'était un défi que je me suis donné. Je suis contente de l'avoir relevé. Par contre, je suis pas beaucoup dans le milieu, effectivement. Je me consacre vraiment à mes enfants, puis on a comme tellement de choses à faire que j'ai plus ou moins le temps. C'est ça. D'être plus impliquée que je le suis déjà. Je pourrais vous nommer tellement, mais tellement de choses qu'on fait. Écoute, c'est une fin de semaine,
on a souvent, là, avec les congés scolaires des enfants, on a souvent des fins de semaine de 3 jours. Puis Montadine, j'ai l'impression de jamais avoir de temps. Pour moi, on n'arrête pas. Même si on est à la maison, il me semble qu'on fait toujours plein de choses. Ben, en tout cas, tu peux certainement pas te plaindre que tu t'ennuies. Ah, surtout pas. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, de pas s'ennuyer, parce que il y a pas de raison de s'ennuyer, jamais, jamais, jamais. Il y a des gens, il y a des organismes, il y a des activités, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas s'ennuyer. Puis je pense que Sophie a donné plein de suggestions aussi, puis plein de trucs. Ben effectivement, faut pas s'ennuyer, mais moi je l'ai appris ça avec le temps. C'est vraiment important de se garder du temps pour soi. Ne serait-ce que une demi-heure par jour, par 2 jours, par 3 jours. Moi là, ça, je travaille beaucoup là-dessus parce que même mes collègues de travail me le disent, tu fais tellement de choses pour tes enfants, mais garde-toi du temps pour toi aussi. Puis c'est tellement vrai, c'est beau pas s'ennuyer. Quand on a trop de temps à nous, c'est une chose, mais quand on en a pas assez, c'est pas mieux. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre. Ah, c'est important de s'occuper de soi, oui. Oui. Trouver du temps. Hey, puis en plus, je sens que tu repères un petit peu la voix. C'est possible, hein? Ça fait longtemps que je parle, moi, là. Ça fait qu'on va se laisser là-dessus, Sophie. Je te remercie énormément d'avoir accepté. Je pense que ça va être une entrevue qui va être très appréciée et très écoutée par la même occasion. Et je remercie les gens à la maison de continuer de nous écrire, de nous envoyer leurs suggestions, leurs commentaires, leurs questions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci encore une fois, Sophie.